Avertissement. Il est important de noter que les opinions émises par les invités entendus à cette émission leur appartiennent et ne reflètent pas nécessairement la pensée des collaborateurs de Connaissez-vous. Bonjour et bienvenue à Connaissez-vous. Nous sommes à Québec et nous recevons Madame Audrey Trépanier. Rebonjour et bienvenue à Connaissez-vous. Comme je viens tout juste de vous le dire, nous sommes à Québec. Ça nous permet d'élargir par la même occasion notre éventail d'invités et des situations aussi qui sont fort différentes. Et je pense que notre invité a beaucoup de choses à vous dire. Ça va être une émission, je pense, très instructive. Alors, on va commencer immédiatement. Bonjour Audrey. Bonjour. Merci beaucoup d'avoir d'avoir accepté de faire l'émission, mais en réalité, c'est toi qui m'as approché. Oui, c'est ça. Parce qu'on se connaît très peu. Non, c'est ça. J'avais découvert un peu la série par quelqu'un qui l'avait fait, qui avait partagé son entrevue. Puis j'avais bien aimé le concept, l'idée, tout ça. Donc j'avais écouté quelques-unes. Puis je me suis dit, tiens, ça peut intéresser quelqu'un. Et c'est sûr que ça va intéresser plein de monde, j'en suis persuadée. Tout d'abord, si on commence par le début, toi, Audrey, tu es née où? Est-ce que tu peux nous dire un peu en quelle année tu es née puis à quel endroit? Oui, mais je suis née à Québec. OK, tu es née directement à Québec. Okay. Oui, à l'hôpital Jeffrey Hill en 1984. Ah, tu es du même âge que mon jeune frère. Ah oui? Ah, bon! Puis c'est ça, je suis née avec une sclérocornée bilatérale. Oh. C'est très payant au Scrabble. Et c'est très rare aussi. C'est une maladie congénitale qui fait en sorte que les cornées sont opaques. Donc au lieu d'être transparentes, elles sont blanches. Et ce qui arrive, c'est que on ne peut pas voir derrière les cornées. Et à l'époque, même encore aujourd'hui d'ailleurs, mais à l'époque avec les ultrasons, ils ne pouvaient même pas voir. Donc, quand ils ont décidé de me mettre sur une liste d'attente pour des greffes, ils savaient très bien qu'ils allaient découper en ne sachant pas si même il y avait une structure d'œil en arrière, une rétine, s'il y avait... Oui. Donc, ça a été... Ils l'ont pas fait? Ils l'ont fait. Ah, ils l'ont fait? Ils l'ont fait. J'ai eu 2 greffes de cornée. Une greffe à 6 mois, une à 15 mois. Des greffes de cornée à des enfants aussi petits, c'est fou. Mon fils a eu la scène à 2 mois. Donc, ça c'est encore plus jeune. Aïe. Alors, dans le fond, de 15 mois à 3 ans, j'ai vu relativement bien, mais j'ai aucun souvenir de ça, bien sûr. Et à 3 ans, j'ai fait un rejet. Il y a eu beaucoup de complications. J'ai fait beaucoup de pression, des ulcères, les poings qui lâchent, en tout cas, beaucoup de complications. Et à 3 ans, j'ai fait un rejet de la greffe de l'œil gauche, qui était la greffe qui me permettait de voir là, vraiment très bien. Donc, la meilleure des deux qui a lâché. Mais ça m'a laissé quand même un petit résidu visuel qui était même pas de l'ordre de 5%. Là, on parle de peut-être 1-2%. Mais je voyais quand même les couleurs, je voyais la lumière, je voyais des formes de très près. Comme je donne toujours le même exemple, j'ai beaucoup de souvenirs visuels de passe-partout. Là, en étant très près de l'écran, là, j'avais littéralement le visage sur la télé là, pour pouvoir voir. Réussir à voir quelque chose. Mais oui, je me rappelle quand même là, et les couleurs, tout ça. Et j'ai gardé ce résidu visuel-là jusqu'à l'âge de 19 ans quand même. Alors, oui, alors, à la suite de d'autres complications survenues à l'adolescence, malheureusement, j'ai perdu le peu qui me restait. J'ai perdu mon œil gauche, dans le fond. Donc, il y a plus grand-chose qui se passe, pour ne pas dire rien du tout, en fait, maintenant, sur le plan de la vision. Là, Et là, toi, tu me disais avant d'entrer en ondes que, t'as pas été à l'école adaptée. Donc, qu'est-ce que tu te souviens un peu de... est-ce que tu as des souvenirs du moment où on arrive à l'école, puis que forcément, on est la seule qui a un problème de vision? Oui,
Moi, j'avais vraiment hâte d'aller à l'école. OK. Parce que j'étais très, très curieuse. Je pense que si ma mère avait eu les ressources, parce que moi, j'étais la première dans la famille proche et éloignée, donc il n'y avait pas de ressources. Je pense que j'aurais été le genre d'enfant qui lit à 3 ans et demi, 4 ans. Tu sais, j'étais très, 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 très curieuse. Puis... donc, aller à l'école, toi, c'était vraiment, là, moi, je me pouvais plus, là, j'avais tellement hâte. J'avais hâte de lire, tout ça. Et ma mère, étant donné que j'étais la première à être intégrée en première année à l'école régulière, a décidé de mettre sa carrière sur pause, là, pour vraiment s'occuper de mon intégration, parce que c'était une job, disons-le. Et... donc, moi, c'est sûr que tout le côté administratif, je m'en rappelle pas beaucoup, mais je sais qu'il y a eu des batailles épiques parce que il y avait encore une école spécialisée à Québec à l'époque et eux me voulaient beaucoup et mettaient beaucoup de pression. Oui, c'est ça. Ils mettaient un petit peu de bâton dans les roues là, sur l'intégration, disons. Mais moi, l'intégration... je me rappelle pas vraiment de ça, ma mère me l'a raconté, mais en maternelle, j'ai eu mon choc culturel, là, si on veut, là, comme tu disais tantôt, d'être la seule sur 500 élèves qui ne voient pas. Alors, je me souviens pas de ça, ma mère m'a raconté que j'avais pété une coche à un moment donné, en disant que je voulais voir, moi aussi, que tout le monde voyait, que c'était pas juste, que moi aussi, je voulais voir. Alors, ma pauvre mère pouvait pas faire grand-chose et personne ne pouvait faire grand-chose de toute façon. Mais ça s'est passé assez rapidement là parce que au primaire, j'étais très très bien intégrée dans le groupe. J'ai 2 amies encore là, une grande amie d'enfance, on s'est connus à 7 ans là, donc que vous voyez encore aujourd'hui. Oui, absolument. Okay. Alors, c'est ça, le primaire, c'est très, très bien passé. Les professeurs étaient très ouverts, parce que ce qui est comique aussi, ce qui fait rire les gens aujourd'hui, surtout les jeunes familles, moi, mes professeurs de première et deuxième année, moi, j'avais pas de portable en première année, là. J'avais une Perkins, une machine à braille, une dactylo-braille. Là. Alors, mes professeurs de première et deuxième année ont appris le braille. C'est extraordinaire. Oui, ils corrigeaient, mais c'est sûr que c'était pas des thèses de doctorat, mais ils corrigeaient mes petits travaux en braille. Et j'ai eu mon portable en 3e année seulement. OK. Oui, avec le Navigator, qui était un afficheur braille. Oui, énorme. C'était lourd, oui, c'était gros. C'était vraiment gros. Et pour venir, ma mère en maternelle a fait une demande à l'école spécialisée pour avoir un professeur de braille en maternelle pour que, elle dit, je tiens pas nécessairement à ce que sache lire en maternelle, mais elle dit, les autres enfants ont la prélecture, préécriture. Alors, je voudrais qu'Audrey aille ça aussi. Puis l'école Saint-Charles lui avait dit, mais il y a personne qui nous a demandé ça dans le passé. Mais elle a dit, ben là, il y a quelqu'un qui vous le demande. Alors, j'ai eu un professeur de braille à partir de janvier qui est venu une fois par semaine, 1 heure. Et moi, j'étais en feu. Alors, ça rentrait l'information. Et en première année, on peut dire que je savais pratiquement lire. Là. Je savais pas tout mon alphabet. Là. Moi, comme je vous dis, là, j'avais tellement hâte de lire. Ça que le braille, ça a été un peu là, comme une révélation. Ah oui, mon Dieu, absolument. Là. Moi, j'étais le genre d'enfant qui pouvait pleurer parce que je pouvais pas lire les panneaux de restaurants ou de choses comme ça, là, de route ou... ça veut dire que tu étais très consciente que les autres pouvaient, mais pas toi. Oui. Ça, d'ailleurs, une anecdote qui est assez drôle à ce sujet-là, t'as dit écouter Passe-Partout aussi, ben oui. T'as parlé de Passe-Partout. Tu sais, je sais pas si tu te souviens, Pascaro, elle jouait toujours à un jeu avec une boîte. Oui. Il y avait un objet dans la boîte. Oui. Et je voyais pas l'objet. Alors, puis on avait l'impression qu'on pouvait parler au personnage de Passe-Partout parce que c'était fait comme pour qu'il nous réponde, hein, c'était fait comme tel. Alors moi, je disais à Pascaro, mais je le vois pas l'objet. Puis là, elle avait peur de comprendre, puis elle continuait à dire, non, c'est pas ce que je cherche. Pascaro, je le vois pas l'objet.
Et je pense que mon clash, là, je l'ai eu dans passe-partout. J'ai dit, Oh, OK, non. là, il y a quelque chose qui marche pas. Aïe, C'est soit Pascaro qui comprend vraiment rien, ou c'est moi qui parle pas assez fort. qui est pas capable de faire quelque chose. En tout cas, ouais, Oh ça là me là. mettait... Ouais. Oh J'avais beau là là. m'approcher, mais je voyais pas l'objet, ça. Ah, mais c'est trop drôle quand on pense à ça aujourd'hui. Ah oui. À ce temps, j'en ris, là, mais mon Dieu que ça me mettait... Ça m'enrageait, ça. Ah là. Mais là, bon, l'apprentissage du braille, l'intégration au primaire qui se fait quand même assez bien, Oui. ça pense un peu les plaies, j'imagine. Est-ce que ça a été quoi les autres difficultés? Est-ce que au secondaire, ça s'est poursuivi bien? Ou, Au secondaire, sur le plan académique, ça allait relativement bien, ça allait bien. Peut-être juste les mathématiques, je suis pas bonne d'avance. Et c'est compliqué. les gréements avec lesquels il faut qu'on travaille, les gens peuvent même pas s'imaginer. Pour mes graphiques, j'avais une espèce de grosse planche en caoutchouc avec des élastiques puis des punaises. Je sais pas si tu as déjà eu ça. Pour faire des graphiques. Oui. Regarde. Avec la tablette cubique aussi, avec les dés. Sur chacune des surfaces, il y avait les chiffres braille pour faire les calculs. Avec une tablette en caoutchouc puis des petits carrés pour mettre les dés. Pour faire les calculs. Mon rapporteur d'encre qui était grand comme une feuille 8,5 onces. C'était tout des immenses... C'était énorme. Le compas était énorme. C'était ridicule. Ouais. Donc, les examens de maths, là, ça pouvait prendre toute la journée faire un examen. Surtout vers la fin du secondaire. Je dirais le défi qu'il y a eu au secondaire, qui a peut-être moins bien été, je dirais que c'est sur le plan social. Le plan d'intégration, parce que c'est l'âge où on veut faire partie de la gang. Et où c'est peut-être moins bien vu de se tenir avec l'handicapé, le petit gros, celle qui a des boutons, celle qui s'habille mal. Donc, j'avais quelques amis rejets, comme je me plais à les appeler. On se tenait un petit peu ensemble avec les rejets. Mais j'ai la chance, par exemple, l'immense chance de ne pas avoir vécu de grosses intimidations. OK, les gens t'approchaient pas nécessairement, puis ils faisaient pas de grands efforts là, pour être ton ami, mais ils te laissaient tranquille. Ouais, c'est ça, j'ai eu des petites affaires, mais tu sais, rien, là, tu sais, mettons, je sais pas, j'étais dans le corridor, puis quelqu'un dit, attention, il y a un char, tu sais, des choses comme ça. Des blagues plates. Puis au primaire, tes yeux sont laides, qu'est-ce qu'ils ont eu tes yeux? Tu sais, bon, ça, j'ai eu ça, mais tu sais, là, des affaires d'horreur, puis que ça répétait, puis s'acharner, puis que ça dure, puis que ça devienne violent, whatever. Moi, je me compare un peu au secondaire, surtout, je dis toujours que j'étais comme une chaise, parce que tu parles pas à une chaise, puis t'attasses quand ça te dérange un peu, tu sais. Mais tu t'en fais pas de cas autrement, là, tu sais. Mais avec le temps, je réalise que peut-être je me suis pas aidée là-dedans. Au secondaire, j'ai eu une passe un peu... moi, j'ai un grand frère, puis je voulais faire un peu tout comme mon grand frère, puis mon grand frère était dans une passe un peu de poète et tout ça. Il disait Gaston Miron et tout ça. OK. Alors, j'ai eu une passe un peu comme ça. Et au secondaire, c'est pas nécessairement une bonne idée d'être champ gauche épouvantablement. Ça te met dans une autre clique un peu. C'est ça. Et c'est ça. Mais en secondaire 5, mon professeur de français, qui était aussi le professeur de théâtre, m'a demandé de m'inscrire au théâtre. Et ça a été vraiment le fun comme expérience parce que justement, il y avait des gens peut-être un petit peu plus champ gauche dans le théâtre, là, tu sais. Puis c'est le fun quand même que ce soit le professeur qui t'ait approché parce que peut-être que toi, t'aurais pas pensé ou non, peut-être que non, j'aurais peut-être pas osé. En fait. Ouais. J'ai fait quelques spectacles de variété au début du secondaire, mais encore une fois, j'allais aux répétitions, les gens me parlaient pas, tu sais, fait que j'ai arrêté d'en faire. C'était froid. Parce que, c'est ça, parce que je trouvais que... tu te sentais pas accueillie nécessairement non, c'est ça, dans ce groupe-là. J'avais quand même des amis, parce que mes deux meilleurs amis du primaire, et on n'était pas à la même école, donc ça aussi, ça a pas aidé non plus. Peut-être que si j'avais été à la même école que ces personnes-là, ben à la limite, elles auraient pu m'intégrer avec d'autres amis qui se font ou peut-être pas non plus là.
Je veux pas... Avec des si, on... Non, on le sait pas. Non, on peut prétendre que peut-être. Mais secondaire, ça... Non, les professeurs, encore une fois... Il y a une professeure, à un moment donné, qui me voulait pas dans son groupe. Puis finalement, qui a pas eu le choix, parce que c'était la seule... Qui donnait le cours. Qui enseignait la Géo de 3. Et à la fin, elle voulait m'amener au voyage à Toronto. Et j'étais donc bien bonne et donc bien extraordinaire. Alors, c'est souvent l'inconnu. Hein? Oui, c'est une crainte, mais je trouve qu'il y a une façon de... Parce que de se faire garrocher dans la face quand t'as 15 ans... Que tu veux pas... Je ne te veux pas dans mon groupe, c'est trop compliqué, c'est trop de trouble. Déjà que l'estime de soi à l'adolescence, c'est pas dans son pic. Ouais, c'est pas nécessaire. Qu'une professeure, pédagogue, adulte... te disent... Ouais, c'est sûr. Elle pouvait pas se vanter, en tout cas, de vouloir des défis. Non, à la limite, qu'elle me dise, écoute, j'ai certaines craintes, est-ce qu'on peut en parler? Ben oui, puis c'est normal. Ben oui, ben absolument. Puis j'ai toujours été super ouverte à communiquer. Mais c'est ça, là. Donc, secondaire, mais par contre, je suis pas allée, j'ai comme voulu vraiment là, cette période-là. Moi, je retournerais pas là. Faudrait qu'il me paye très cher. Je suis pas allée à mon bal de finissant. J'ai pas l'album de finissant. Je me demande même si j'ai les photos. On dirait que j'ai rien voulu garder de ça, là. Tu sais, tellement j'étais plus ou moins à l'aise. Ouais, là. ben malgré donc, tout, rien. J'ai aucune affaire de secondaire. Peut-être juste des vieux poèmes que j'écrivais, mais sinon... Je sais que ça donne rien de poser la question, mais de pas être allé à ton bal, est-ce que tu le regrettes un peu ou pas plus que ça? Ou... Je dirais, je le regrette pas dans les circonstances où ça se serait fait parce que je me serais emmerdée. Ouais, ok. De toute façon. C'est sûr que je regrette... La fille en moi regrette l'aspect robe et coiffure et autres cossins. Ouais. Mais... pas dans les circonstances. Non, je pense pas que l'expérience aurait valu la chandelle, là, dans le fond. Fait que, non, finalement... avoir eu des meilleures circonstances, c'est sûr, j'aurais aimé ça, vivre ça, mais sinon... j'ai vécu ma graduation d'université, puis ça m'a bien... ça a servi... OK, ça l'a compensé un peu. Ouais, c'est ça a compensé le bal, le non vécu. Mais c'est ça, je pense pas que ça va être un succès, donc bof, non. OK. Et là, après le secondaire, bon, tu dis, bon, t'es allé à l'université, t'as gradué, donc forcément... Ah oui, c'est rap. T'as poursuivi tes études. Mais juste pour finir avec le secondaire, quand vient le temps de... Ben, à moins que t'aurais d'autres choses à rajouter, mais quand vient le temps de justement penser à ce qu'on veut faire, toi, tu pensais à quoi? Au secondaire... Je pensais m'en aller vers la psychologie. Ouais. C'était pas mal ça que je pensais. OK. Ça a changé. Je pense que j'ai sûrement été découragée quand j'ai vu les études qu'il fallait faire. Mais au cégep, j'ai fait des cours de psychologie. J'étais en sciences humaines, pas de maths, hein. J'étais une gentille sciences humaines. T'as pas pris la chance d'aller faire des maths au collège. Je voulais tellement, là. Mon bac est en langue française et rédaction. Il fallait qu'il n'y ait aucun chiffre. J'ai tellement fait de maths au secondaire. Là. Tous les cours desquels j'étais exemptée, je faisais des maths à la place. Je voulais plus rien. Même j'étais fâchée parce qu'on avait des statistiques au cégep. Finalement, dans le pas de maths. Je me disais, hey, c'est des maths, ça, c'est des statistiques. Donc, je me disais, c'est de la fausse présentation. Non, on disait, c'est pas des maths. J'ai dit, c'est des maths, c'est des statistiques. Faut jouer avec des chiffres. C'est des moyennes, des médianes. Ouais. Fait que, mais ouais, ça allait vers mes intérêts allaient peut-être vers la psychologie, là, je me souviens plus s'il y avait d'autres choses que ça, là. Mais reste que là, au collège, tu t'es dirigé, en sciences humaines? En sciences humaines, pas de maths. J'ai beaucoup aimé, hein, d'ailleurs, on entend tellement les sciences humaines sont pas appréciées. Ben, ils n'ont pas la bonne valeur. Ouais, non, c'est ça. C'est comme la science vacances, vous foutez rien, blablabla. Vous foutez rien parce que vous savez pas ce que vous voulez faire. Exactement. Et crime, j'ai travaillé au cégep, on avait des gros travaux longs et non, moi j'ai pas rien foutu. Le cégep, j'ai adoré ça.
ça a été là, s'il n'y avait pas eu mon histoire de discrimination de laquelle je t'ai parlé un peu en Oui. haut, qu'on pourra revenir là-dessus, ça aurait été parfait. Je m'étais impliquée dans le comité. Il y avait un comité de personnes handicapées au Cégep Sainte-Foy qui s'appelait Différemment Capable. Je vais être honnête avec vous, là, on faisait pas grand-chose, mais on a fait quelques petits kiosques de sensibilisation aux différents handicaps. Comme moi, j'amenais le dactylo-braille, l'afficheur braille, tout ça, pour montrer aux gens l'alphabet, tout ça. Vous faisiez ça où, ces kiosques-là? On faisait ça au cégep directement, là, dans il y avait une espèce, ils appelaient ça dans la margelle, il y avait une espèce de grand espace où il y avait beaucoup de petits kiosques, là, qui allaient là, sporadiques, là, tu sais, ça changeait tout le temps. Ça que ça s'adressait, là, aux gens du collège, les élèves, les professeurs. Ceux qui voulaient venir là. nous voir, exactement. OK. Fait que ça, c'était bien. Puis j'ai trouvé ça intéressant de côtoyer d'autres sortes de handicaps aussi. Il y en avait qui étaient en fauteuil roulant, il y en avait qui étaient sourds. Fait qu'on voyait les limitations qui étaient pas les mêmes, les enjeux qui... Ça se rejoignait, là, c'est sûr que ça se rejoignait, mais c'était pas nécessairement tous pareils. Non, parce que c'est juste une personne malentendante. Ah non, on pense pas, là. Moi, je chialais bien gros contre les gens qui pensaient pas à nos besoins, mais moi, je me suis dit, ouais, ben, je suis pas mieux. Je pense pas plus aux besoins des sourds, aux besoins des... Ben non, c'est ça, ben, exactement. Oui. Ça m'a fait réaliser ça aussi, que tant que t'es pas confronté à la situation, ben... Comment peux-tu penser à tout ce qui... Non, c'est ça, tout ce qui va être autour, là, c'est normal aussi. Mm-hmm. Puis des fois, on faisait des blagues. On disait, moi, j'aime mieux. Je suis contente d'avoir l'handicap que j'ai. Je sais pas comment tu fais, toi. Ou, tu sais. Puis, finalement, la majorité des gens sont quand même mieux dans leur handicap que dans un autre handicap qu'ils connaissent pas. Non, c'est ça, on s'adapte. Hein, c'est ça. A-t-on le choix? C'est la question, ça, c'est la première bonne question. Qui est facile à répondre, en plus. Ça peut être un cours de philo au cégep, ça. A-t-on le choix? Oui, ça aurait été intéressant. Ça aurait été plus intéressant que certaines choses qu'on a fait en philo. Qui étaient plutôt lourdes. Aïe, oui. Donc, non, j'ai vraiment aimé le cégep. J'étais bien impliquée dans ce comité-là. Puis j'avais ma grande amie dont je vous parlais, ma grande amie d'enfance, qui faisait le même programme que moi. OK, c'est que vous vous êtes retrouvés là. Oui, on a fait beaucoup de travaux d'équipe ensemble. Donc, ça a donné lieu à des beaux moments aussi, là. OK. Mais là, quand tu parlais de la discrimination, est-ce que tu es prête est-ce qu'on en est rendu là? Ou... Oui, on peut le raconter, absolument. C'est... honnêtement, je pensais pas que... on était en 2003 à l'époque et j'étais peut-être naïve, mais je pensais encore qu'il y avait des gens qui avaient des craintes. Mais de là à agir comme cette personne-là agit, je pensais pas que c'était encore possible. Dans le fond, c'est qu'il y avait un voyage qui était organisé en Italie d'une durée de 3 semaines. Et moi, je voulais y aller avec ma meilleure amie, justement. Je me serais pas... Me connaissant, je suis pas assez intrépide. Je me serais pas embarquée là-dedans. Toute seule, là, sans personne. Sans connaître personne, là, puis que tu te ramasses avec Pierre Jean-Jacques pour te guider, puis... Non, je me serais pas embarquée là-dedans. Mais avec Andréane, on y allait entre amis, tout simplement, là, comme 2 amis qui vont en voyage ensemble. Qui se connaissent bien. Oui, qui se connaissent super bien. Puis elle aurait connu tes besoins. Oui, puis me guider, pour elle, c'est plus une tâche. Non, c'est ça. C'est rendu habituel. C'est normal. Donc, il y avait une première rencontre pour l'organisation du voyage, puis on pouvait pas y aller parce qu'on avait un cours. Fait que là, j'ai dit à Andréane, c'est pas grave, je vais appeler la madame qui s'occupe de ça. Puis en même temps, je vais lui faire part de mon handicap visuel. Fait comme ça, si elle a des questions, on pourra me les poser, puis on va régler ça en partant. Alors, j'appelle la madame, très gentille. Oui, c'est pas grave si vous pouvez pas venir. Vous pouvez prendre un pamphlet à tel endroit dans le cégep, il y a des dépliants, tu peux en prendre un. Bon. Et là, je lui ai dit, je voulais vous parler d'une chose. J'ai dit, moi, j'ai un handicap visuel pratiquement complet, là. Ah oui? Et là, le ton change. Oops. Et là, elle me dit, textuellement, ben là, tu vas être une nuisance pour mon groupe. Wow. Ouais. Je me rappelle encore où j'étais, dans quelle pièce, et là, j'ai comme figé,
Puis là, je te mets à me bombarder de clichés. Ben là, t'es-tu capable de marcher vite, toi? Parce que là, on n'attendra pas toujours après toi. Les autres, si on est en retard, ça va toujours être de ta faute. T'as-tu déjà voyagé, premièrement? T'es-tu sorti un peu? Et là, j'étais comme, mais qu'est-ce qui arrive? Et là, t'es figé, là, je savais plus quoi dire. Juste le goût de pleurer. T'as 18 ans, là, tu te fais ramasser par une professeure. Qui a vite comme trouvé toutes les... Moi, j'étais comme, ben oui. Toutes les embûches possibles et impossibles, puis les préjugés, puis les... Là, c'était incroyable. Fait que là, à un moment donné, on finit par accrocher. Je me souviens plus, j'ai aucune idée de la fin de la discussion. Je racontais à ma mère, elle dit, voyons donc, ça n'a aucun bon sens, c'est quoi cette affaire-là? Puis là, ma mère me dit, je lui écrirai rien pour l'instant parce qu'elle dit, je veux pas qu'elle pense que ta maman est en arrière de toi tout le temps, là. Je vais te laisser un peu aller là-dedans. Puis, mais elle dit, c'est sûr que je vais écrire quelque chose parce qu'elle dit, ça n'a pas de bon sens ce qu'elle t'a dit, là. Mais elle dit, je veux que cette histoire-là se finisse avant. Et là, moi, je lui écris quelque chose où je lui dis comment je me suis sentie dans la conversation, où je lui dis que oui, j'avais voyagé, que j'étais allée en France, aux États-Unis, que j'étais capable de marcher quand même vite, Mais c'est terrible d'avoir à justifier ça, c'est épouvantable. Ben voyons donc, tu sais, Alors, elle n'aurait jamais demandé ça à quelqu'un d'autre, là, c'est terrible. Et là, elle me rappelle, me dit qu'elle a parlé à l'autre professeur, que l'autre professeur est du même avis qu'elle, que je serais un gros poids et un gros stress supplémentaire. Dans ces mots-là, ça s'oublie pas. Et que c'est ça, là. Puis je lui avais dit, en plus, je viens avec mon ami, là, vous aurez pas à vous occuper de moi, là, tu sais, c'est ça qui vous fait peur, là. Et là, moi, j'étais allée, j'en avais parlé à la direction ceux qui s'occupaient des personnes handicapées au cégep étaient vraiment très, très gentils. Puis le directeur avait dit, elle aura pas le choix de t'amener. Mais ma mère, moi, on avait parlé, puis elle dit, va pas là. Parce qu'elle dit, si elle a pas le choix de t'amener, elle dit, tout ce qui va arriver dans le voyage va être de ta faute. Si elle a pas le choix de t'amener. Ouais. Alors, finalement, ça a fini un peu en queue de poisson. Puis ma mère lui a écrit une lettre avec copie conforme au directeur général du cégep. Et d'après moi, elle a eu un peu peur parce qu'elle a tout de suite répondu. Et on voyait qu'elle n'avait absolument rien compris. Là. Moi, selon elle, j'avais inventé ça. C'est pas ce qu'elle voulait dire. C'est moi qui avais abandonné, là, dans le fond, là, l'idée, là. Puis elle était même en train de dire elle dit, on pensait donner un salaire à la fille qui l'accompagnait. Mon amie, elle était sans connaissance. Elle dit, je veux pas de salaire. Je veux qu'elle en voyage avec toi, tu sais. Elle dit, c'est quoi son rapport? Fait que je me souviens plus exactement du contenu de la lettre, mais elle avait rien compris. Mais je pense qu'elle s'est fait bien avertir parce que des années plus tard, j'ai une fille que je connais qui allait au cégep et qui avait une basse vision. Et la professeure lui était carrément venue au-devant d'elle, la même professeure, pour lui dire « Empêche-toi pas de faire le voyage malgré ton handicap! » Et là, je suis comme « C'est-tu vraiment XXX qui t'a dit ça? » Oui, voyons donc. Et elle-même avait de la difficulté à croire ce que je lui racontais tellement que ça semblait... l'approche avait été différente. Mais ça m'a démoli, là, mais solidement, là, pour... je pense que c'est encore des traces aujourd'hui, là. C'est quelque chose qui... Surtout que ça a duré dans le temps. Ça a été comme une saga de quasiment toute une session. Fait que ça a été... Puis tu sais, de te faire ramasser comme ça, là... Ouais, elle enseignait les civilisations anciennes. Donc la blague, c'était de dire qu'elle était vraiment restée là, dans la Rome antique et dans la Grèce. Dans l'ancienneté. Exact. Alors ouais, ça m'a pris même des années à pouvoir en parler là, de façon détachée aussi. Là. Et puis on était en 2003, comme tu disais. Oui, on était en 2003, je ne reviens pas. Comme je te dis, là,
j'ai pogné de quoi en bon québécois. Ça existe encore, ce genre d'humain-là. Oui, puis en plus, t'as manqué sûrement un beau voyage. Oui. Mon amie est allée, ne voulait pas y aller. Je lui ai dit, garde, n'empêche-toi pas d'y aller parce que je peux pas y aller. Elle est allée, elle a bien aimé ça, mais comme... Puis elle dit ce qui était drôle, c'est qu'elle dit, il y avait une fille, elle, je sais pas si elle était parente avec la prof, mais elle dit, elle boitait. Et elle dit, elle marchait pas mal moins vite que t'aurais pu marcher. Et elle avait des médicaments à prendre le soir qui étaient assez longs. Et en tout cas, elle dit, c'était pas mal plus compliqué que ta situation, là. Bref, fait que je sais pas si c'était sa nièce ou je sais pas quoi, là. Ou si elle avait persisté et signé et dit, garde, j'y vais, puis tant pis pour elle, là. Ouais, peut-être aussi. Ouais, mais j'avais peut-être pas ce front de bœuf-là de faire ça. Comme tu disais, si t'en avais payé le prix, ça aurait été plate aussi. Non, mais c'est ça aussi. Puis en tout cas, ça a bien donné parce que les complications avec mon œil ont commencé quasiment où le voyage a commencé. Ah, mon Dieu, OK. Alors, tout est bien qui finit pas si pire. Ouais. Et là, ça, c'était en 2003. Oui. Et là, moi, ce qu'on disait aussi avant de commencer à enregistrer, c'est que, à moins qu'il y ait d'autres choses que tu veux le dire entre-temps, mais moi, je t'avais connu, en tout cas, j'avais entendu parler de toi quand tu avais fait les auditions de Star Academy. Oui. Puis ça aussi, c'est quand même une histoire assez... un peu abracadabrante. Oui, effectivement. Ça, c'était en 2005, les auditions de Star Academy. C'est une fille du cégep, d'ailleurs, qui me poussait, mais vraiment. Puis j'étais comme, non, je veux pas y aller, non. Puis elle dit, pourquoi? Vas-y, ce serait le fun, puis tout ça. Puis je disais, non, t'es tannante. Puis j'avais comme, parce que elle insistait vraiment beaucoup, puis j'avais comme échafaudé un plan pour échapper à y aller, et elle a comme détourné mon plan, et je me souviens, on était au restaurant, et elle était là, elle m'a retrouvée là, elle dit, tu viens avec moi, on y va. Non. Et là, donc, en tout cas, finalement, je me suis retrouvée là en me disant, bof, de toute façon, je vois pas, il y a beaucoup de chorégraphie, ils me prendront pas, ce sera une expérience de plus, à mettre... Parce que là, ça, c'était le début du processus des auditions, là. Oui. C'est là quand il y a à peu près, je sais pas combien de personnes qui se présentent. Oui, c'est ça, exact. Là, t'attends ton tour, puis là, tu chantes. Oui, c'est ça. Là, j'ai chanté... qu'est-ce que t'as chanté? J'avais chanté I Can't Make You Love Me de Bonnie Raitt. OK. Et il m'avait demandé de chanter une deuxième chanson. Là, déjà, j'étais comme... Et j'avais pas grande chanson de préparer. J'avais chanté un petit peu d'une chanson de Selena à l'époque. Et là, puis là, il m'avait rappelé pour me dire, t'as franchi la première étape, donc tu vas passer pour la finale de Québec, dans le fond. Là. OK. Fait que là, il y avait les finales de toutes les régions. Mettons, je me souviens vraiment plus comment ça fonctionnait, mais disons, je sais pas, il en retenait 25 pour les finales, puis il en gardait 3, mettons. Là, tu sais. Uh-huh. Alors moi, je retourne là, je rechante ma chanson. Parce que là, veux pas, ils ont fait quand même preuve d'une ouverture d'esprit en te faisant passer à l'étape suivante. Oui, effectivement. Oui, une ouverture d'esprit. Ça me faisait peur aussi. Je vais t'expliquer un peu pourquoi. Parce que là, de cette audition-là, je me fais rappeler, tu t'en vas en finale. Oh! Là, dans ma tête, j'étais comme, là, ça va trop loin un peu. Là, c'était le fun, mais là, je sais plus. Et j'étais brûlée parce que j'avais eu des années vraiment rough d'hôpital, d'hospitalisation, de complications, de montagnes russes. J'étais comme, j'ai-tu vraiment envie de vivre ça là? Là, c'est peut-être pas un bon moment. Je suis fatiguée. Tu sais, il y avait des journées de fous à Star Academy. Ils se levaient à des heures pas possibles. Ils se couchaient à pas d'heure aussi. Oui. Il y avait 1000 cours, des chansons à apprendre toutes les semaines. J'étais comme, Seigneur, ça n'a pas de bon sens. Et là, ma face a apparu. Mon père m'a fait une crise cardiaque quand il a cherché son journal un matin. Sur le journal. C'était ma grosse face sur le cover qui disait
une non-voyante en finale de Star Academy. Là, j'ai fait, non, c'est pas vrai que... Et là, j'ai eu un appel de François Paradis à l'époque. Ah oui, qui faisait TVA en direct. Qui était pas mon meilleur d'avant. Oups. Et que... ben, je veux dire, tu sais, j'avais rien contre, mais rien Non. pour non plus. Puis là, il te voulait en entrevue. Mais ça avait pas rapport. Pendant c'était sur le bonheur. Ah. Là, j'ai dit, il m'invite là juste parce que je vois pas. Pour aller parler d'un comment qu'on peut être heureux en étant aveugle. J'ai dit, c'est pas là du tout que je m'en vais. Puis là, finalement, je vais décider de pas y aller. Et ma mère a écouté l'émission, puis elle a dit, une chance que t'es pas allé là, c'était ridicule. Elle dit, il y avait un bonheurologue. Ben voyons, que je sais ça. En tout cas, c'était un cirque. Ben voyons. Et là, moi, c'était ma crainte. Je me disais, je voulais pas qu'il table sur ça. Je doutais pas du talent que je pouvais avoir, mais j'avais peur que les entrevues soient toutes autour. Un peu le principe de Martin Deschamps quand il est apparu sur dans le paysage artistique. Tout le monde lui parlait de ton handicap, comment tu le vis, nanana. Et j'ai remarqué que quand lui, à un moment donné, a décidé de dire « Hey, là, ça fait, là, pouvez-vous me parler d'autre chose? » Là, on le voyait moins un petit peu sur les magazines et tout ça. C'était comme moins intéressant. Ouais. Et je voulais vraiment pas aller là-dedans. Que ça en arrive là. Tu sais, puis mon frère était... Moi, je ferais aucune entrevue, puis je dirais rien. Je dis, non, c'est correct. Je veux pas être dans le 7 jours. Non. Puis je veux pas qu'il commence à interviewer mes parents. Ouais, comment vous avez trouvé ça d'avoir une fille qui vous voit pas? Puis tu sais, Ouais, ça aurait pu... Ça alimentait beaucoup ça aurait vraiment pu virer comme les ça. possibilités de... C'est toutes des histoires tristes, hein, de toute façon, ça aide beaucoup quand t'as eu un cancer ou quand j'ai remarqué que quand t'as pas d'histoire triste, c'est quand tu t'es fait intimider. Il faut toujours faire quelque chose de triste. Non, faut qu'il trouve de quoi faire pleurer le monde. Oui, c'est ça, exact. Fait que je me suis rendue jusqu'en finale, on était 50 en finale. Ça a été vraiment le fun, par exemple. J'ai pu chanter dans les micros là, de la mort, là, le son. Je me disais, my God, j'avais l'impression d'être quasiment à Dieu en haut. Tu sais, ça sonnait tellement, c'était incroyable. Wow, tu sais, juste pour ça a valu la peine. Okay. Et il y a quelque chose que les gens savent pas. J'avais écrit une lettre à Stéphane Laporte, un courriel, où je lui disais, là, ça va beaucoup trop vite pour moi. Je sais pas si c'est une bonne idée. Ah. Et en tout cas, j'ai su par certains contacts que lui, il me voulait bien gros, puis tu sais, il se battait bien gros pour que je rentre, puis les autres disaient non, ça pourra pas. Ben, on va faire ça à la place, on va la mettre là, on va faire ça. Fait que lui, il était vraiment prêt Il était vraiment dedans, là. Ben, lui, il est handicapé lui-même, de toute façon, donc je pense que lui, il aurait aimé ça, tu sais, sûrement qu'il y ait quelqu'un de différent qui soit là. Mais c'est ça, j'avais écrit, j'ai passé des années vraiment difficiles. J'ai dit Star Academy pourrait m'élever ou m'achever. J'ai dit, je le sais pas. J'avais dit ça dans ces termes-là, fait que j'ai dit, je sais pas si ça me tente vraiment. Alors, ouais, j'ai jamais eu de réponse. Fait que je me dis, est-ce qu'il l'a eu, premièrement? Il y a tellement de courriels. Mais en tout cas, tout ça pour dire que j'ai pas été pris et j'étais presque soulagée. Je me dis, ok, phew, je vais pouvoir l'écouter dans le salon, ça va être bien le fun. Dans le fond, j'ai l'impression d'avoir vécu un peu le meilleur de la chose, là, après ça. Ben, je pense que de faire une grosse partie du processus puis d'avoir vu autant d'ouverture d'esprit, ça augure bien, tu sais, je veux dire, ça... Oui, quand même, effectivement, oui, moi, ça a vraiment été une expérience que j'ai beaucoup aimée au final, là. Comme je dis, c'est allé juste assez loin, puis c'était correct, là, que ça aille pas plus loin, finalement. Okay. Oui. Et là, bon, après cette anecdote, que s'est-il passé? Là, il y a eu un petit peu moins le fun, et où la reconnaissance était... Parce que je me suis fait reconnaître 1 an après les auditions, j'allais n'importe où. C'est sûr qu'il y avait Star Academy, c'est sûr qu'il y avait Star Academy. Et là, c'est là que tu vois que les gens, là, des fois, sont
il y a une madame, elle me touche comme l'épaule, puis elle dit, je vais pouvoir dire que j'ai touché. Genre, mais Seigneur, Ça vous en prend moi, j'étais un pas. petit clin qui sort de l'ancienne lauréate, là, qui est allé chanter une petite chanson. Mais tu sais, Star Academy, ça déplaçait les foules. Ah ouais, c'est fou, là. Fait que c'était... Mais moi, j'ai jamais pris ça pour acquis. Je me disais tout le temps... À chaque fois que quelqu'un me reconnaissait, je me disais, c'est la dernière personne qui t'a reconnu. Il n'y en aura plus après. Mais il y en avait. Il y en avait tout le temps. Il y en a eu longtemps. Oui, c'est ça. Mais après, c'est ça, j'ai eu une expérience assez douloureuse avec un ex-conjoint. Une expérience de violence conjugale. Qui était violence psychologique, pas physique par contre, mais psychologique. C'est tout aussi important. Ah oui, plus. Ben oui, c'est ça. Des fois, j'aurais aimé ça qu'il me frappe parce que j'aurais eu une preuve à montrer à quelqu'un, tu sais. Ouais, la blessure du corps. Oui, c'est ça, là. C'est ça qu'on croit, hein. C'est quand on n'a rien. C'est un peu le principe de quelqu'un qui est en dépression ou quelqu'un qui a un cancer. Le cancer passe toujours mieux que la dépression, hein, encore aujourd'hui. Oui, c'est vrai. Les gens sont plus empathiques rapidement envers la personne qui a un cancer. Alors, j'ai commis un délit envers cette personne-là, qui était mon ex-conjoint, qui m'a entraînée vers un univers que j'aurais jamais pensé fréquenter. Moi, je bois pas, j'ai jamais fumé un joint, j'ai jamais... c'est ça, là, je suis pas vraiment party animal et tout. Alors, je me suis retrouvée pour 3 nuits. Dans le fond, j'ai passé 2 nuits au poste, en cellule au poste, et 1 nuit à la prison de femmes Tanguay, à Montréal. Alors, ça a été... J'essayais de qualifier, de repenser à ça. Je dis toujours que j'ai vécu une IT9 avant le temps, là, tu sais. Ça a été, je dirais que ça a été un voyage au cœur de l'humain, mais qui m'a permis de me ressaisir et de voir que mes petits malheurs, parce que des fois, quand on vient qu'on se complaît dans nos problèmes et tout, puis là, tu rencontres des gens qui sont tout seuls, mais tout seuls, qui ont personne, ils ont peut-être pas d'handicap sur le plan physique, mais ils ont tellement eu de problèmes, ils ont tellement eu de situations difficiles à gérer, puis pas d'aide, pas de famille, pas d'amis. Ça, isolé, puis... Fait que là, tu sais, mon Dieu, mais... c'est pas si pire que ça, finalement, mon affaire. Là, ça permet de recentraliser un peu, des fois, le... Oui, ça permet de recentraliser, effectivement. Et puis, tu rencontres toutes sortes de joyeux personnages aussi. Il y en avait 2, là, quand on était en attente de nos... trucs là, pour comparaître. Dans le fond, il y en avait 2. Il y en avait un qui son surnom, c'était Capote. Et l'autre, c'était Tiger. Et là là. Et là là. Et c'était ça. Et toi, la petite fille, là? Boy! C'est le fun parce que une qui était arrivée juste après moi au poste, elle était juste à côté de moi dans la cellule voisine. On avait fait un délit qui était semblable. Et elle aussi était un peu perdue dans ce monde-là. Fait qu'on s'est comme rapprochés beaucoup. Puis on parlait presque pas. Mais on se touchait l'épaule, on chuchotait des choses. Sans vous parler. Parce qu'il faut pas trop que tu parles, hein, parce que tu sais pas comment ça peut être interprété. Ouais. Et c'est ça, fait qu'on parlait pas. Mais elle, là, on s'est comme vraiment épaulé dans cette situation particulière-là. Et là, les médias ont fait leur chou gras de cet événement-là parce que il y a un titre qui m'a marqué, d'ailleurs, c'est mon ami qui me l'a dit après. C'était la descente aux enfers d'un ange de Star Academy. Oh là là! Là, j'étais comme, oh boy! Dans le temps, j'étais comme, j'ai même pas fait Star Academy. C'est ça, les gens ont dû penser. J'ai fait les auditions, le monde devait penser que c'était Marie-Hélène Thibert, je sais pas qui. Ouais, c'est ça, une qui l'a fait. Je l'ai même pas faite! Je me suis rendue en finale, c'est tout. Fait que, mais tu sais, c'était en janvier, en plus, donc pas de nouvelles, pas d'actualité. Alors, j'ai fait les frais du manque d'actualité, malheureusement.
Et comme je te disais un peu hors onde, on n'a pas parlé encore beaucoup, mais les gens ont tendance à nous infantiliser des fois quand on a un handicap, quel qu'il soit, je pense, à nous parler comme à des enfants ou à agir avec nous comme avec des enfants, même si on est adulte. Soit des enfants ou soit quelqu'un qui a pas tout... Ouais, pas toute cette... ouais, c'est ça. Exact. J'aurais pas osé le dire, mais ouais, moi, je l'ai dit. Oui, exactement. j'ai quelques situations assez drôles en tête, mais ouais, c'est ça. Oui. Et comme je te disais tantôt, là, dans cette situation-là, j'étais vraiment contente d'être pris un peu comme une petite fille ou comme une enfant un peu, là. Tu sais, j'étais un peu la petite fille des autres femmes qui étaient là, donc comme je dis, je pense pas que ça aurait duré éternellement. J'avais vraiment, mettons, ça a fallu que je reste ou j'avais une peine qui était vraiment de plus une dans de les mois, murs, là. Ouais. Exactement, mais là, quelques jours, ça a quand même bien été. Ça a juste bien à donner d'un sens. Oui. Dans les circonstances. Je pense que ça a été la seule fois que j'ai vraiment été contente d'être d'être genre, ben coudonc. Je pensais pas que je pourrais être contente de ça un jour. Et puis, si on veut lier ça et Star Academy ensemble, il y a eu un moment qui a été, dans cette situation-là, qui a été très beau, malgré la dureté de la situation, parce que quand on attendait pour comparaître, on était vraiment plusieurs. Puis ça va des tickets pas payés au vol à main armée avec menace et assis à ça. C'est ça, c'est tout confondu. Tout le monde est mis ensemble. Moi, j'étais avec une petite madame qui avait pas payé ses tickets. Peut-être se demandait ce qu'elle faisait là. Ben oui, c'est traumatisant. Ben oui, absolument. Puis ça fumait là-dedans, mon ami. C'était épouvantable. J'ai l'impression d'être dans une cigarette, là, tu sais. Et à un moment donné, Capote, d'ailleurs, qui était... j'ai jamais su son vrai nom, dit, elle a volé comme ça, elle dit, ouais, j'ai entendu, ça a l'air, tu chantes, toi. Ben, elle chante. Alors, puis là, j'ai dit, bon, des détenus, qu'est-ce qu'on chante, là? Puis, j'ai dit, du Offenbach, ça peut toujours bien passer. Fait que là, je me suis mis à chanter Colin de Blues comme ça, et tout le monde a embarqué dans la chanson, et pendant ce temps-là, il y a plus personne qui... Parce qu'avant la chanson, il y avait beaucoup de comportements un peu bizarres. Il y avait une fille qui avait pas eu sa méthadone le matin, puis elle était en train de vouloir arracher les murs. Il y en avait qui voulaient quasiment se battre pour des cigarettes, des choses comme ça. C'était assez tendu comme ambiance. Puis pendant la chanson, il y a plus personne qui pensait à sa méthadone, à ses cigarettes, Tout le monde était ensemble dans la chanson. Et j'en avais quasiment les larmes aux yeux. Puis je me disais, mon Dieu, t'es en train d'apporter peut-être un petit morceau de bonheur ou de calme à des filles qui en ont peut-être pas si souvent. Là, puis ça a dû faire baisser la tension d'une coupe de cran. Oui, aussi. Ça n'a pas duré très longtemps après, mais le temps que c'était ça, et je me disais, my God, mais c'est... Ça, là, je l'ai enregistré dans ma tête comme étant, malgré la situation, vraiment un beau moment de partage, là, Effectivement. Qu'on avait ensemble, là. On était comme tous des êtres humains au même endroit, puis ouais, fait que ça, c'était un moment qui était assez particulier, là. Puis moi, la question que j'aurais le goût de te poser, je sais qu'elle va être un peu plate, ça va être la seule. Puis si jamais c'est pas bon, on le coupera au montage. Mais bon, tu disais, Star Academy, on t'en a parlé 1 an après, suite aux incidents, à cet incident-là qui a fait les manchettes, forcément. Est-ce qu'on t'en a parlé longtemps? Est-ce que les gens oublient ça vite? Comment ça se... Ben, je veux dire, les gens... C'est sûr qu'à l'époque, moi, ça s'est passé... Il n'y avait pas encore tous les réseaux sociaux, les Facebook, les Twitter, tout ça. Facebook n'existait pas encore, ou en tout cas, il n'était pas encore rendu dans nos vies, vraiment. Donc, j'ai eu la chance d'échapper
au tourbillon, parce que ça aurait pu être épouvantable, là. Mais c'est sûr que parce qu'en plus, moi, après ça, il y a un reporter qui a fait une émission de télé. Il y avait une émission au Canada qui retraçait là, des parcours là, de gens qui avaient commis des délits, tout ça. Puis il a fait une émission sur mon cas, à laquelle j'ai pas participé. Donc, t'avais sûrement pas ton mot à dire non plus. Non, je l'ai pas écouté non plus. J'ai pas voulu l'écouter. Parce que je savais que ce serait un peu sensationnaliste, tout ça, puis ça m'intéressait pas de... Je me suis fait dire des choses après qui ont été dites, puis quasiment comme si ma famille était plus ou moins adéquate. Je serais, mais... ouais, pas dire ça. Là, ça, c'est de l'invention. Oui, c'est de l'invention. Pure et dure, pure là. et simple. Alors, non, j'ai pas écouté cette émission-là. Fait que l'émission, malheureusement, Canal D, c'est les rois des reprises. Alors, ouais. elle passe peut-être encore des fois, hein, je sais pas. Mais ça, oui, c'est sûr que c'est quelque chose qui te suit un peu tout le temps. Surtout que ça, c'était assez... Encore une fois, le handicap visuel a rendu la chose spectaculaire. Tu sais, quelque chose qui aurait peut-être été semi-banal est devenu spectaculaire parce que c'était quelqu'un qui voyait pas qu'il avait fait ça, tu sais. Encore là, tu sais, des fois, on a de la misère à concevoir qu'on puisse couper des carottes, ça fait que... Oui. Puis même, moi, la première, genre, j'aurais jamais pensé à poser un geste comme ça, m'amener dans ma vie, là. Je veux dire, jamais, là. C'était pas prémis. C'est pas une option. C'est ça, c'était pas des... Fait que... Donc oui, c'est quelque chose qui peut nous suivre malheureusement assez longtemps. Surtout que si on s'amuse à googler mon nom, ça sort... deuxième résultat, c'est ça, là. Tu sais, je pense. Encore aujourd'hui, là. Donc, tu sais, c'est encore présent, là. Les articles sont encore présents sur Internet et tout, là. Donc, ouais, ça, c'est sûr, c'est ce qui est le plus tannant, là, je dirais, c'est que ça suit... surtout, encore une fois, le fait que je vois pas, à la limite... s'il y a un monsieur Guy Gendron qui a commis quelque chose, puis que, bof, on voit pas trop sa photo... il y en a beaucoup des Guy Gendron, là, tu sais, mais moi, mais crime, c'est celle qui voit pas, mais tu sais, c'est elle, tout de suite, c'est associé. C'est sûr, ouais. Donc, oui, c'est sûr que ça suit longtemps, en fait, oui. Écoute, on va faire la pause, mais avant la pause, parce qu'on va faire comme un avant-après, un avant Star Academy, après Star Academy, je pense que ça se prête bien au moment où on est rendu dans l'entrevue. Mais juste avant de faire la pause, là, moi, je veux savoir, parce qu'il y a des choses, évidemment, qu'on n'a pas encore parlé, puis on va parler après la pause. Mais je voudrais peut-être que tu nous dises, c'est quoi tes passions dans la vie, ou ta passion, peut-être, principale? Ma passion principale, mon Dieu. Mais la musique est encore super présente dans ma vie. Là, je chante énormément à mon fils. Donc, okay. Les gens disent, ouais, tu chantes ça encore? Mais tu sais, moi, dans le fond, chanter, j'ai jamais fait ça pour avoir une reconnaissance, nécessairement. C'est venu depuis que je suis toute petite, là. Fait que c'est quelque chose que je fais tout le temps dans mon quotidien, sans m'en rendre compte. C'est là, c'est présent. Donc, c'est sûr que la musique est encore très, très... très présente comme passion, là. Mais chanter, puis en écouter... Oui, est-ce que t'en joues aussi? Je joue un peu de piano, mais je suis très loin d'être une virtuose. Je suis pas très bonne. Mais je joue pour le fun comme ça. Pour le plaisir, ben oui. C'est ça, mais oui, en écouter beaucoup, j'aime ça. Là, justement, avec la maternité, ça fait qu'on a un petit peu moins le temps de se mettre à jour dans la musique, mais j'essaie fort de pas trop être décalé, là, mais... OK. Ouais. De toute façon, après la pause, j'imagine que tu vas être d'accord, parce que tu l'as mentionné au moins 2 fois, là, la maternité, oui, quelle place absolument. ça a dans ta vie, puis ce qui s'est passé après, parce que là, on est rendu en 2018 quand même, hein, oui. Puis le temps file, puis les situations progressent, et puis voilà, ça fait que, oui. Si t'es d'accord, on va faire la pause, puis tout de suite après, on va revenir avec ces sujets-là, avec notre invité qui est Audrey Trépanier.
Vous pouvez communiquer avec nous pour nous faire part de vos commentaires, questions et suggestions en passant par notre site Internet à l'adresse www.martinchouinard.com ou à l'adresse courriel connaissez-vous2017@gmail.com sans tiret. Nous désirons remercier l'Association des aveugles de la Rive-Sud ainsi que la compagnie Point par Point Inc. de nous prêter gracieusement leurs locaux pour l'enregistrement de certaines de nos entrevues. Bonjour et bienvenue à la pause de l'entrevue. Je ne sais pas si vous vous souvenez, au mois de septembre, à l'émission 22 pour être précis, nous avons reçu Madame Anne-Marie Grondin qui nous parlait qu'elle était en train de travailler sur un projet de pièce de théâtre avec une compagnie qui emploie bien sûr des comédiens voyants, mais également des personnes avec une déficience visuelle. Je vous avais aussi dit que lorsque j'aurai des nouvelles sur cette production, je vous en reparlerai. J'ai maintenant le communiqué vous invitant aux représentations de cette pièce. La troupe de théâtre amateur L'Arboretum présentera les 11, 12 et 13 mai prochains sa 4e production, L'ahurissant vertige de Monsieur Maelstrom, de Claude Paiement, sous la direction des metteurs en scène Anne-Marie Grondin, comédienne de formation, et Pierre Vromet. L'Arboretum met en scène des comédiens voyants et des comédiens vivant avec une déficience visuelle, permettant ainsi à ces derniers d'accéder à une expérience de la scène tout en s'intégrant à un groupe de personnes voyantes. Résumé. L'ahurissant vertige de Monsieur Maelstrom est une comédie de l'auteur québécois Claude Paiement, créée en novembre 1997. Un vieil homme apprend de son médecin qu'il est foutu et que sa mort est imminente. Entraîné dans un chassé-croisé de sauveurs et de thérapeutes ridicules, il tentera, grâce à leur philosophie miraculeuse, de repousser l'inévitable. Une comédie sur le sens de la vie et de la mort. Une mascarade endiablée qui explore l'inépuisable trésor comique de nos angoisses existentielles. Les vendredis 11 et samedi 12 mai à 20h et le dimanche 13 mai à 14h. Le lieu, c'est le CLAC de Guibourg. C'est situé au 1905 rue Cadillac à Montréal. Le coût du billet est de 16 $. Pour information ou réservation, vous pouvez communiquer pour les gens de Montréal avec Monsieur Pierre Vromet. Son numéro de téléphone est le 514-388-9453. Je répète, 514-388-9453 pour Monsieur Pierre Vromet à Montréal. Et pour Longueuil et Rive-Sud, vous communiquez avec Madame Isabelle Morin. Son numéro de téléphone est le 450-616-4115, 450-616-4115, et c'est Madame Isabelle Morin pour les personnes de Longueuil et de la Rive-Sud. La source, l'Arboretum. À notre prochaine émission, Josué Coudé. Nous concluons notre voyage, toujours à Québec, et nous célébrons notre 50e émission avec Josué Coudé. Il nous raconte quel a été l'incitatif qui l'a convaincu de se procurer son premier chien guide. Il y a le professeur de pastoral qui m'avait approché et m'avait dit « Hey Josué, ça te tenterait-tu d'avoir un chien guide? Nous autres, on serait prêts à t'aider, puis faire de la sensibilisation. On pourrait monter un groupe, puis on ferait un projet avec ça. » Fait qu'il avait de l'air full motivé. J'étais comme « Il est tellement de l'air motivé. On va y aller, on va essayer ça. » Honnêtement, c'est spécial comme raison, mais c'est ça pareil. C'est vraiment la raison. Fait que finalement, je me suis laissé porter par ça. J'ai dit, on va l'essayer. Puis mon professeur de mobilité, je savais qu'il m'en parlait depuis longtemps. Ouais, c'est ça. J'ai dit, il va être bien content, lui, que j'ai un chien. Fait que finalement, j'en ai parlé, puis on s'est mis à travailler, parce que pour les étudiants, ils s'organisent pour faire ça l'été, pas nous faire manquer d'école. Parce que c'est quand même, c'est quoi, un mois? Ouais, c'est quand même un mois la première fois là, que tu y vas. Je pense que c'est pas mal la fois que j'ai parti le plus longtemps de chez moi, quand même. Un mois, là, c'est quand même quelque chose.
Nous sommes de retour avec notre invité qui est Audrey Trépanier. Et avant la pause, on parlait de ce qu'on allait dire après. Puis voilà, nous y sommes. Et moi, ce que je voulais savoir, Audrey, c'est, la maternité pour toi, ça avait quelle place dans ta vie? Est-ce que ça fait longtemps que tu désirais avoir des enfants? Et comment c'est arrivé? Je sais pas, je tombais enceinte. Pas trop de détails. Non, mais oui, ça faisait longtemps que j'en voulais, surtout du fait que une autre situation qui est un peu discriminatoire quand on voit pas, je sais pas si tu l'as vécu aussi, les gens nous laissent pas vraiment leurs enfants. Hein? On n'est pas digne de confiance, ben. Et selon les gens, dans le fond, puis ils ont toujours peur qu'on échappe l'enfant, je sais pas, là, qu'est-ce qu'on pourrait donc faire d'épouvantable? Qu'on le cogne. Ouais, c'est ça, qu'on marche bien vite avec, puis parce que ça me fait toujours rire, je me dis, on le sait qu'on voit pas, là, on n'ira pas, on se mettra pas dans les situations, c'est vrai qu'un enfant, tu sais. Donc, j'ai jamais eu tant de contacts que ça prolongé avec des enfants. Fait que je me disais, si je veux expérimenter ça dans la vie, il va falloir que je fasse les miens. OK. Sinon, ça m'arrive, il n'y a pas grand chance que ça m'arrive, tu sais. Donc, oui, ça, c'était bien important, puis c'était quelque chose... oui, c'était très important. Mais quand tu dis que tu n'avais pas de contact prolongé, là, je veux dire, est-ce que ça allait jusqu'à... ils te laissaient prendre leur enfant? Oui, laisser prendre l'enfant, oui. Mais pas t'en occuper, pas te demander de le garder? Non, mon Dieu, non, Seigneur. OK. Mais, tu sais, puis moi, j'ai pas eu de petit frère ou de petite sœur, donc aussi ça... Ouais, t'as moi, pas pu... j'ai un grand frère, donc on a 6 ans de différence quand même, fait que ouais. c'est une bonne différence. Donc, tu sais, c'est ça, j'ai pas eu là, de parents qui me laissent changer une couche pour le fun, ça m'est pas arrivé. Puis c'est ça, les gens, oui, laissent prendre l'enfant, mais je me suis toujours sentie... Ça, je sais pas si c'est moi ou si c'est la vérité, parce que j'ai développé un traumatisme d'être regardée du fait que j'allais à l'école régulière au primaire et que je me faisais beaucoup observer par les différents intervenants qui étaient en jeu. Alors là, je suis comme devenue un peu folle avec ça, je pense. Alors, je me sentais beaucoup observée quand j'avais l'enfant de quelqu'un dans les bras. Je sentais qu'il était moins attentif à la conversation autour, qu'il était plus en train de me regarder moi avec l'enfant, d'un coup qu'il arrive quelque chose. Donc, ça coupait un peu le plaisir aussi de prendre l'enfant. Tu dis, regarde là, c'est... j'avais l'impression d'être plus saccadée dans mes gestes ou d'être... tu sais, toujours avoir faire attention à rien, finalement. Parce que c'est bon. Parce que c'est pas plus différent de vraiment d'habitude. Non, c'est ça. Fait que moi, c'est drôle parce qu'il y a beaucoup de mamans qui se sentent vraiment dépassées là, quand ils ont leur enfant. Je dis pas que je me suis jamais sentie dépassée, que je vais me sentir dépassée en masse, là. Mais moi, j'étais très zen avec mon garçon, justement, parce que j'étais là, c'est mon enfant. Là, tu sais, je peux le prendre, j'ai pas à me sentir mal. Tu sais, c'est ça. Moi, je suis comme, waouh, tu sais, il est enfin... Ça a été, ça aussi, comme un peu une révélation, dans le sens que, là, tu avais ton enfant à toi, puis là, c'était toi qui devais s'en occuper. Puis, oui. Okay. J'ai eu une belle grossesse aussi. J'ai toujours guetté et je guette encore la frustration parce que des fois je me faisais tu le verras pas, ça va te faire quoi de pas le voir, puis je me le demandais moi aussi, je me disais tu sais, puis finalement j'ai toujours guetté la frustration, je la guette encore, des fois je me disais qu'elle va venir, tu sais, les premiers, je sais pas, les dessins, n'importe quoi, je sais pas, mettons s'il fait un petit spectacle à l'école puis qu'il fait un rôle muet. Peut-être que j'aurais bien de la peine de ne pas le voir. Mais jusqu'à maintenant, j'ai jamais ressenti la frustration ou le besoin de le voir. J'ai l'impression que
Moi, les gens de ma famille, je sens pas que ça m'apporterait tant de choses que ça, de les voir, dans le sens que je les connais bien comme ça. Tu les perçois différemment. Oui, c'est ça. Je me dis, bon, de les voir, ce serait le fun, mais sinon... non. C'est que pour ton enfant, même si oui, justement c'est ton enfant, c'est le même principe. Oui, c'est le même principe. J'ai pas eu de frustration à l'échographie non plus. Je me demandais si j'allais avoir une peine ou une frustration quelconque. Finalement, non. J'entendais le cœur battre. Moi, je disais... Oui, c'est ça. Tu avais quand même ton élément auditif pour... Puis l'infirmière à l'échographie était vraiment cool. Elle disait, je vais te le faire écouter. D'habitude, on le fait pas écouter nécessairement. Mais elle dit, là, toi, je vais te le faire entendre. Hey, wow, c'est bon. Donc, ça a été vraiment, vraiment le fun. Puis chaque fois qu'on a un rendez-vous de suivi, parce que à cette heure, il y en a beaucoup des rendez-vous de suivi pour une grossesse. Mm-hmm. Puis il écoute toujours le cœur, donc je l'ai entendu plein de fois. Puis non, mais c'est ça, l'écho, j'ai pas ressenti, là, peut-être si j'avais été le père, ça aurait peut-être été différent un peu, je sais pas. Là, vu que je l'avais dans mon ventre, ben, je l'ai senti bouger, je l'ai senti... C'est ça. Le fait de pas vraiment le voir. À travers mon chapeau. Oui, c'est ça, ça changeait. Bon. Tu vois pas, tu vois pas plus les autres. Non, puis je me disais, bon, tu sais, puis c'est ça, à date, c'est pas venu encore. OK. Ben, des chances que ça vienne pas. Des chances que ça vienne pas. Puis si ça vient, ben, je pense que je suis assez consciente de savoir que ça peut venir, puis que je surveille ça aussi, tu sais. Mm-hmm. Si ça vient, ça serait normal que ça vienne, puis si ça vient pas, ben, c'est tant mieux. Et là, tu me disais que toi, tu travailles à ton compte. Oui. Est-ce que ça fait combien de temps de ça? Comment ça s'est passé? Quand je suis sortie du cégep, je savais pas trop quoi faire. Alors, je m'étais inscrite au certificat en service social à l'université Laval. Je m'étais dit un certificat, ça m'engagera pas trop, pas comme un baccalauréat. Et j'ai pas aimé ça. Et pendant la session... J'ai commencé, moi aussi, le certificat. Ouais, j'ai fait 2 cours, puis j'ai pas trippé. C'était pas ce que je pensais. Crime! Moi non plus, mais 0 sur 1000. C'était vraiment pas ce que je pensais. Ouais, vraiment. Très, très loin. C'est la grosse théorie. En tout cas, je suis comme, qu'est-ce que c'est ça? En tout cas, non, j'ai pas vraiment aimé ça. Puis, j'ai peut-être pas eu les bons professeurs non plus, là, des fois. Une de mes professeurs, je me souviens, la première chose qu'elle nous a dit, c'est, vous savez, le service social, c'est plus ce que c'était, hein, c'est juste du remplissage de papier. Ah! Ben, merci. C'est bon ça augure bien. Ouais. La flamme était plus très présente chez elle, alors dur de la transmettre après tes C'est le moins qu'on puisse dire. Hein? Ça m'a marqué, cette affaire-là. Et pendant ce temps-là, ben, j'ai une personne que je connais qui est non-voyante aussi, qui est très impliquée dans la fondation Cécitas, ici à Québec, qui m'a parlé d'une formation de massothérapie qui en était à sa 3e cohorte, là, si on veut, qui allait se donner à partir de janvier à 8 personnes handicapées visuelles et il restait une place. Ça durait 6 mois. C'était gratuit et il nous donnait la table. Ah ouais! Une folle dans une poche. Je dis pourquoi pas, surtout que je savais pas trop où m'orienter avec le certificat que j'aimais pas trop. Mais tu dis une folle dans une poche, mais quand même, tu sais, je veux dire, tu savais peut-être que tu allais aimer ça? Je savais pas en tout parce que j'avais jamais pensé faire ça dans la vie. Jamais. Pourtant, mais ma mère nous touchait beaucoup, nous massait les jambes, tu sais, on n'était pas là, des enfants qui étaient pas touchés. Ah non, tu sais. Vous aviez un lien de contact j'aimais ça me faire masser, physique. J'ai toujours aimé ça, tout ça. Donc, j'avais pas de problème, mais c'est drôle, ça m'avait jamais effleuré l'esprit. Mais je trouvais ça intéressant parce que depuis le primaire que je travaillais avec mon cerveau beaucoup, et on n'a pas parlé de l'employabilité trop, mais adolescent, il n'y a pas énormément de chances d'emploi quand tu vois pas. Tu peux pas aller faire des beignes au Tim Hortons. Il y a plein de choses que les étudiants peuvent faire que nous, on peut pas. Exactement. Ça, j'étais très triste et honteuse de ça, même quand j'étais adolescente. Tous tes amis travaillent, tu travailles pas. Je me sentais un peu mal là-dedans. Puis, fait que je me disais, ça va être différent, je vais travailler avec mes mains, ce que j'avais jamais fait avant. Fait que je me disais, ça va être complètement autre chose, ça va peut-être même m'aider, même si je fais pas ça dans la vie,
ça va peut-être m'aérer le cerveau un peu. Ouais, c'est ça. Et m'aider à m'orienter vers quelque chose, à la limite, là. Tu sais, si j'aime pas ça, mettons. OK. Et j'ai beaucoup aimé la formation. Beaucoup plus que je pensais. Moi. OK. Oui. Alors, ouais, j'ai vraiment aimé ça. Puis l'année suivant la formation, on était 4 personnes qui avaient fait la formation. On a ouvert un centre avec l'aide là, du centre local de développement et de la Fondation Cécitas qui était toujours en arrière aussi. Un centre de massothérapie qui s'appelait Vision Massage, qui était dans Saint-Roch, ici à Québec. Et j'ai travaillé là 1 an. Malheureusement, le centre n'a pas levé comme on aurait voulu qu'il lève. OK. Moi, après ça, je suis partie à mon compte. C'est sûr que c'est les joies d'être à son... Les joies, ou les vrais joies, et les inconvénients aussi. J'aime beaucoup être à mon compte, honnêtement. C'est sûr que ce serait le fun que le salaire soit plus stable. Comme là, on est en février, c'est très tranquille en février. C'est le même à chaque année. À chaque année, je m'énerve, puis pourtant, je le sais. Puis c'est quand même plat. C'est un cercle aussi. Uh-huh. Ouais, c'est ça, mais c'est le fun de travailler de chez soi juste pour le transport, toutes ces choses-là. Oui. Ça, c'est vraiment très bien. Ouais, puis c'est ça. Après, je suis retournée, j'ai fait un bac à l'université en langue française et rédaction professionnelle avec concentration traduction, dans le fond. Puis là, c'est sûr que c'est pas... j'ai eu un contrat de 3 mois là, comme réviseur au gouvernement. C'est ça, c'est pas des emplois qui... Ben, de toute façon, quand on voit pas, là, moi, je m'étais dit ça quand j'ai fait mon bac, j'ai dit fais quelque chose qui te tente parce que de toute façon, sans être négatif ou fataliste, quand même j'aurais étudié en administration, là, je me serais peut-être pas plus trouvé d'emploi. Tu sais, OK. Il faut dire un petit peu les choses, là, si plates soient-elles. Ben, ouais. C'est encore difficile de se placer. Alors, c'est ça que j'aime, le fait que j'ai la massothérapie qui est là, ben, je me dis, à un moment donné, si je trouve quelque chose dans le domaine que j'ai étudié, ben, tant mieux. Puis, sinon, moi, je suis pas dans le vide, là, tu sais, j'ai quand même un filet qui est là, tu sais. Mm-hmm. Donc, ça, c'est bien pour ça, là. Puis là, finalement, ben, faire la massothérapie, est-ce que c'est exigeant physiquement? Est-ce que tu fais des fois plusieurs... Moi, c'est sûr qu'en étant à mon compte, j'ai pas des journées comme dans les centres de massothérapie où les filles font 6-8 massages par jour. Ça doit être très difficile. Moi, là, des grosses journées, là, mes plus grosses journées, c'est peut-être 3 clients. Là. OK. C'est pas énorme. Puis ça arrive pas tout le temps non plus. Donc, oui, c'est exigeant dans une certaine mesure, c'est sûr. Mais c'est quelque chose... Je trouve que c'est vraiment le fun aussi de... Parce que je peux pas dire que je suis la reine de l'activité physique, là, surtout en ce moment avec un jeune enfant. Alors, travailler debout, c'est quasiment le fun parce que ça te fait faire un peu... OK, ça te fait faire un exercice. Un genre d'exercice. Que tu serais là, peut-être assis. C'est ça, que je serais peut-être plus encore assis, Mm-hmm. tu sais, donc ça, j'apprécie ça, là. Puis je pense qu'il faut s'écouter aussi, ce que je faisais peut-être pas au début, mais je pense que le secret, si tu veux durer en massothérapie, c'est de t'écouter, là, parce qu'à 8 massages par jour, à moins d'être vraiment très, très, très en forme, il doit en avoir, mais... Sinon, ça peut peut-être pas durer non plus. Ça ne durera pas super longtemps. Tout le temps. Tu sais, c'est ça. Donc, il faut vraiment s'écouter. Puis de toute façon, quand tu es à ton compte, souvent, tout arrive en même temps. Après ça, tu as des grands breaks où tu as beaucoup moins de travail. Fait que c'est comme un avantage, entre guillemets, d'être travailleur autonome pour ça. Tu as quand même des petits arrêts là, qui tu peux gérer ça un peu aussi. Oui, là, aussi, exactement. Là, comme c'est tannant parce que, comme enceinte sur le plan financier, ben, t'as rien, hein, quand t'es à ton compte, t'as pas de non, vacances, c'est ça, là, ouais. Pas de CSST, pas de chômage, pas de... Fait que ça, c'est tannant. J'avais pas de régime, là, de québécois d'assurance parentale. Mais, tu sais, j'ai pu, enceinte, doser à partir de ce temps de mois,
J'ai fait mon dernier massage 2 semaines avant d'accoucher, quand même. Quand même, ben oui. Mais je faisais plus de thérapeutique, là, déjà, depuis quelques mois, là, OK. Donc, mais c'est ça qui était bien. J'avais personne à qui dire, ben là, je me sens moins capable de faire ça. C'est juste que je perdais des clients. C'était tannant un peu, mais tu sais, je pouvais pas non plus faire semblant que j'étais capable de livrer une marchandise que je pouvais pas livrer. Ouais, et puis de t'écouter comme tu disais. Oui, c'est ça, exact aussi. Puis je voulais pas non plus que ça ait des conséquences sur le bébé. C'est ça. Donc, ouais. Ben écoute, c'est super intéressant. Et il y a un détail qu'on a peut-être oublié, que j'aimerais peut-être revenir. Tu me disais, ta mère, quand tu étais jeune, elle avait mis sa carrière de côté. Oui. Elle s'était impliquée auprès de l'ACPEV. Oui, et très, très impliquée, ça, oui. j'aimerais ça qu'on en parle un peu. Parce que ça a Mon dû quand Dieu. même avoir des belles, Ah oui, des oui, belles oui, réussites, là, des belles... L'ACPEV, moi, c'est vraiment quelque chose... Même, j'ai une amie qui... on s'est rencontrés dans l'ACPEV et nos parents sont amis. Et les filles, on est amies ensemble. Ils ont 2 filles. Moi, je suis dans le milieu des 2 filles. Fait qu'on... Même... La plus jeune est médecin, donc enceinte, j'écrivais sans arrêt « Hey, ça, c'est normal, ça, qu'est-ce que c'est? » Fait qu'on est tous amis, donc des fois, on se fait des soupers, les parents, les enfants. On est rendus des adultes, mais Oui. tout le monde est ami. Fait que ma mère a rencontré des gens qui... Ma mère, la PEF, pour elle, ça l'a vraiment beaucoup aidé. Au début, mon père voulait rien savoir. Une réaction, je pense, qui peut être normale quand ils disent pas parce que notre fille est aveugle, on va commencer à se tenir avec des aveugles. Elle dit, c'est pas la question. Elle dit, on va aller voir. Elle dit, si ça nous convient pas, on s'en va. Si ça nous convient, on reste. OK. Puis c'est ça, ils ont rencontré des gens, là, même mon père maintenant a fait un épisode de burn-out et il y avait un membre de l'ACPEV qui avait fait un burn-out aussi, donc il a beaucoup aidé ma mère en ce sens-là. Même dans d'autres. Oui, même dans d'autres sphères. Moi, j'ai rencontré des gens avec qui je suis toujours en contact, à part cette amie-là là, de l'ACPEV d'ailleurs. Même moi, j'avais dit à ma mère, j'ai dit, quand tu seras plus là, moi, je vais continuer à payer la cotisation de l'ACPEV, tu sais, parce que puis là, ben, les choses ont fait en sorte que mon fils a une déficience visuelle, donc je vais être encore dans le coup, mais dans le fond, qu'importe ce qui serait arrivé ou pas. Tu voulais rester. Ah oui, parce que ma mère, c'était très, très important pour elle, puis pour moi aussi, là, on faisait à l'époque, les assemblées générales, il y avait les galas du dépassement, là, qui étaient des espèces de talent show où on pouvait chanter ou jouer d'un instrument. Donc ça, je les ai fait plusieurs fois aussi. Non, ça a été vraiment le fun, l'ACPEV. On pouvait pas aller à tout parce qu'on était à Québec. Il n'y avait pas tant de choses que ça à Québec. Mais on allait aux assemblées générales tout le temps. Tout ce que vous pouviez aller. Oui, c'est ça, exact. On Okay. y allait. Ma mère était secrétaire déjà. OK, elle s'était impliquée dans le conseil. Oui, absolument. Oui, Okay. oui. Je voulais qu'on parle de ça en finissant un peu parce que... moi, le projet Connaissez-vous, c'est aussi de donner des pistes de solutions pour que les gens non seulement s'impliquent, mais connaissent des gens. Oui, ben les jeunes familles aussi. Oui. Ma mère aurait trippé d'avoir ces entrevues-là quand moi j'étais petite. Là. Il n'y avait pas grand-chose. Il n'y avait pas Internet en plus. Hein, donc, ben non. Tu vas pas googler, tu sais, mettons, cécité, puis tomber sur 4 millions de résultats. Là, Donc, tu étais pas mal laissé à ton toi-même. Maintenant, ça change, tu sais, mais oui. Il y a besoin, des fois, on a besoin de relancer, des fois, les choses, de les répéter, de les rappeler. Et toi, à Québec, est-ce que tu as quand même le temps de faire des sorties? Est-ce que tu fais, toi, des activités dans des groupes de non-voyants? Moi, je suis membre de tout. OK. Mais je m'implique pas beaucoup, par exemple. OK. Mais c'est tellement pas cher que moi, je me mets membre de tous les cossins, regroupements, tout ça. Puis je vais à ce qui me tente, dans le fond, tu sais. Fait que comme là, je suis dans un ensemble vocal, là, qui est justement qui est avec d'autres personnes avec des handicaps visuels. Ce qui arrive à Québec, c'est que moi, je fais baisser la moyenne d'âge de tout. Hein, de toutes ces activités-là. C'est oui. pas comme Montréal.
Montréal ont beaucoup plus de choses pour les jeunes. Québec, ça a toujours été une grosse lacune qui tend à vouloir s'estomper un petit peu. Là, j'ai entendu parler d'un projet là, du sport pour moi, pour les enfants, là, et je me croise tout ce que je peux me croiser là, pour que ça avorte pas avec mon fils puisse en faire. En bénéficier. Oui. Ben oui. Parce que vraiment, je trouve ça vraiment le fun. Mais c'est ça, à Québec, pour les jeunes, c'était assez mort. Fait que c'est sûr qu'un bout de temps, j'étais comme, ah non, ça m'intéresse pas, c'est tous des vieux, tout ça, tu sais, quand t'as 17, 18 ans. Puis à un moment donné, tu te dis, bon, ben, écoute, donc, regarde, c'est pas parce qu'ils sont plus vieux qu'ils sont pas intéressants, hein, pis qu'ils ont pas des choses à... Ouais, c'est ça, qu'ils peuvent quand même t'amener des choses. Oui, c'est ça, mais on a eu un souper récemment, justement, avec tout pour la chorale, puis j'avais averti mon conjoint, puis là, il riait, il dit, j'ai l'impression d'être à l'âge d'or. J'ai dit, oui, ben, je te l'avais dit, je t'avais préparé mentalement. Mais c'est un petit peu ça à Québec, là, qui se passe. Mais le fait d'être membre de tout, tu reçois les bulletins, tu peux regarder. Oui, exactement. Puis il se passe quand même des choses. Oui, puis ben, justement, celle qui fait l'ensemble vocal, Danielle, je trouve qu'elle se démène énormément, elle, là, elle a parti ça, le Carrefour québécois des personnes aveugles. Il y a plein d'activités, là. Si je voulais, je pourrais avoir une activité par jour, là, si ça me tentait. Il y a du tricot, du yoga, même une initiation à la rame, il y avait de l'aquaforme un bout, des jeux de société, vraiment tout sortes de théâtre, de l'improvisation, tu sais. Fait que c'est vraiment pas dispendieux aussi, là, tu sais. Fait que ça, je trouve que c'est vraiment bien pour ça, là. Oui, il y a quand même des choses qui se font, effectivement. Puis il y a des beaux services aussi, comme au regroupement, mais on a le service de bénévoles, qui, si, mettons, j'ai un rendez-vous médical, personne peut m'accompagner, ben... Tu peux faire affaire je peux appeler un bénévole quelconque, là. OK. Quelques jours d'avance, bien sûr, là, mais quand même, ce service-là est là. Il y a les cafés-rencontres. Je pense qu'il y a même une ligne d'écoute qui a été développée aussi. Ça aussi, c'est intéressant. Oui, pour les gens en perte de vision. En tout cas, oui, il y a quand même des choses là, qui se font. Là. Ben, moi, en tout cas, c'est ce que je voulais t'entendre dire. Puis en plus de tout ce qu'on a discuté d'autres qui était vraiment fort intéressant, puis je pense que ça peut aussi aider, inspirer, puis faire en sorte que il n'y a pas de raison de se sentir seul, il n'y a pas raison d'être seul. Il y a beaucoup de services, il y a beaucoup... Ah oui, c'est ça, puis il faut juste... tu sais, à un moment donné, quand t'es plus jeune aussi, t'as peur de... Ah, mais là, je vais être comme dans un ghetto, si je me mets à faire toutes des activités de... Tu sais, moi, surtout, je suis pas allée à l'école adaptée, là, donc... Tu sais, j'avais pas la mentalité, mais mes premiers amis qui voient pas, je les ai eus tard dans ma vie. J'ai fait le camp de Wayne Gretzky aussi à Toronto en 2001. Ça, c'était merveilleux. Ça existe encore, ça. Le camp Score, je sais pas si t'as entendu parler. Oui. Ça, c'est une expérience, là, pour des jeunes parents qui écoutent, là. Informez-vous de tout ça. C'est extraordinaire. On côtoie des gens de tout le Canada. Puis on avait une Australienne avec nous. À un moment donné, tu fais comme... En tout cas, moi, j'ai fait un cheminement. Je me suis dit, regarde, je vais... Dans le fond, c'est pas mieux qu'une ligne de bowling ou qu'un cours de peinture, là, je veux dire. Là, c'est juste qu'on a la caractéristique commune qu'on a un handicap visuel. Mais c'est pas parce que tu vas là que tu peux pas aller à une autre place avec des voyants aussi, tu sais, je veux dire... ça, tu peux aller chercher ce que tu veux. Oui, ce que t'as besoin, ce que tu veux, puis le reste, tu le laisses, puis c'est pas grave, là, c'est pas... Il y a personne qui te tord un bras parce que t'es pas allé à l'activité de telle chose. Comme là, les cafés-rencontres, c'est toujours des madames de retraite Québec qui viennent, tu sais. Je suis peut-être pas rendue là encore, tu sais, fait que j'y vais pas pour l'instant. Parce que c'est beaucoup genre Régidérante, oui, des choses comme ça. Un jour, je vais être rendue là, donc un jour, ça m'intéresse. C'est ça va te servir. Oui, c'est ça. Fait que c'est ça, j'espère, je me dis, regarde, je vais voir ce qui me tente. Puis récemment, j'ai fait une visite au manoir des Augustines, c'était super intéressant. Tu sais, c'est ça, je vais voir ce qui m'intéresse, puis regarde... Donc, il y a façon de trouver quelque chose qui va vous intéresser, qui va... Oui, absolument. Oui. Il y a des gens qui font des gros efforts pour que ça reste vivant quand même un peu. Oui, ça demande de l'énergie. Ah, c'est vraiment, là, je vois Danielle aller, je me dis, oh my God,
Elle a eu 6 enfants, elle, d'ailleurs, je me dis, elle a pas fait ça pour rien. Elle est habituée quand ça y va dans la maison au toast, puis elle a pas peur des défis comme ça. Ça en prend des gens comme oui, cette dame. Comme cette dame, effectivement. Et ça nous prend des gens comme toi aussi qui communiquent avec nous puis qui nous disent moi je suis intéressé, j'ai des points de vue à apporter, j'ai des choses. Et ça a été une belle entrevue et je t'en remercie. Ah, mais ça m'a fait énormément. vraiment plaisir, vraiment. Et les gens à la maison, je vous dis continuez de le faire. Écrivez-nous et faites-nous part de vos questions, de vos commentaires. C'est toujours très apprécié. Et moi, je vous souhaite une bonne semaine et à une prochaine émission de Connaissez-vous.